Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver jeudi 13 octobre pour débattre, commenter l'actualité avec vous à 10h. L'émission Média, on parlera du documentaire de l'enquête extrêmement sérieuse comme à son habitude de complément d'enquête sur le Qatar avec des révélations et des images chocs sur les logements des salariés. On en a souvent parlé avec vous, Michel, de ces migrants, de ces immigrés qui viennent construire et qui sont logés, contrairement à ce qu'affirme le Qatar, dans des conditions absolument lamentables. Macron, hier soir, Emmanuel Macron, le président de la République, était sur France 2. L'avez-vous regardé? Qu'en avez-vous pensé? Pénurie, grève, risque de contagion et puis délinquance quand les villes moyennes sont touchées. J'espère qu'on aura le temps de traiter de tous ces sujets. Pour débattre et commenter l'actualité, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Noémie Alioua, essayiste. Bonjour, journaliste bonjour. Pour i24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres aux éditions du CERF. François Monboise, président de la FEVAD. Est-ce que François est là? Bonjour. Vous êtes donc président de la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France Amérique. Comme à l'accoutumée, vos coups de cœur, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. On va commencer peut-être avec vous, Noémie. On l'a évoqué en toute fin d'émission hier. Le marché de Strasbourg, le marché de Noël de Strasbourg qui a édicté de nouvelles règles. Voilà, tout à fait. Vous savez, ce marché de Noël de Strasbourg qui démarre donc le 25 novembre prochain et qui est l'un des plus vieux marchés de Noël du monde. Et cette année, et le plus populaire au monde. Voilà, tout à fait. Il est gigantesque. Et cette année, la municipalité écologiste a fait un excès de zèle en envoyant donc un mail à tous les exposants comprenant une liste de 350 produits qui sont autorisés, non autorisés et autorisés sous réserve, c'est-à-dire sous condition. C'est un petit peu une liste à la Prévert. Alors par exemple, interdiction de la raclette, interdiction du popcorn, du champagne. Autorisation par contre pour les loukoums. Alors cerise sur le gâteau, le crucifix est autorisé sous réserve, donc sous condition, ce qui est quand même gonflé pour un marché de Noël, puisque vous le savez, Noël est quand même une fête chrétienne. Les écologistes, bien sûr, ils défendent leur choix, ils veulent des produits locaux, authentiques, pas des bibelots qui viennent de l'autre bout du monde, mais on peut se demander s'il ne s'agit pas encore de cette écologie punitive qui multiplie qui multiplie les interdictions, la culpabilisation, qui appelle toujours à des mesures plus répressives et qui s'assimile finalement à une forme de totalitarisme qui ne fait pas vraiment envie. Oui, c'est vrai que c'était... Oui, Jean-Claude Beaujour, vous aviez vu cette liste et d'ores et déjà, je rappelle que la municipalité, elle est quand même soumise au droit commun. À partir du moment où un produit n'est pas interdit, je pense qu'il est parfaitement contestable, notamment devant le tribunal administratif puis le Conseil d'État, de remettre en question l'arrêté. Ça, c'est le premier principe, un principe légal. Et j'insiste sur le droit, parce que je crois que là où nous sommes, seules des règles claires et le respect de l'état de droit pourraient nous permettre de revivre ensemble. C'est le premier problème. Le premier sujet. Sur le plan politique, effectivement, vous savez, à force de pouvoir dire qu'indéfiniment on a le droit, pas le droit, qui a ci, qui est bien, on est finalement dans une société morale, plus que juridique. Et la morale, vous savez, elle est à géométrie variable. Ce qui est moral pour moi peut ne pas l'être pour vous. Et on revient à une époque très ancienne. Moi, c'est cela qui me fait peur, c'est cela qui me choque. Qu'ici ou là, il y ait des écologistes qui aient de bonnes intentions, c'est très bien, mais qu'on en arrive au diktat, c'est juste insupportable. Et on en finira, je vous dis, à se taper dessus, parce qu'il y a un moment où c'est insupportable, et il y en a qui vont dire stop. Si vous voulez, quand vous êtes sur votre marché, que vous vendez tel ou tel produit, on peut très bien imaginer des réactions parfois un petit peu difficiles. Oui, mais est-ce que d'un point de vue du droit, vous le dites, c'est tout à fait contestable? Pour moi, c'est contestable. Est-ce que la ville a le droit d'édicter dans un marché? Pour moi, c'est contestable dès lors qu'il n'y a aucune justification sanitaire. Le principe, c'est que ce qui n'est pas interdit est autorisé. À partir du moment où un produit donné n'est pas interdit à la vente en France, il faudrait vraiment que pour des raisons sanitaires liées à l'ordre public sanitaire, que la municipalité prenne cette décision. Et en tout état de cause, c'est contestable devant le tribunal administratif. Donc moi, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a un principe de liberté. Vous voyez, je ne sais plus ce que vous disiez, je crois que c'est la raclette qui est interdite. La raclette est interdite. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une raison sanitaire? Je veux bien entendre. Pas sanitaire, c'est culturel. C'est-à-dire que la raclette, c'est pas
pas un plat strasbourgeois. Valérie, permettez que je vous dise, Ouais. jusqu'à preuve du contraire, il y a des règles en France. Vous pouvez éventuellement prendre une mesure plus restrictive de liberté s'il y a une menace pour l'ordre public. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore un ordre public culturel. Et les Permettez que serre-têtes, je vous le et dise. sur les Il y a serre-têtes, une- les serre-têtes, c'est dangereux. Voilà, tout à fait. Les loukoums sont autorisés. Les Par loukoums contre, sont on autorisés. voit bien la progression de cet Le ordre halva. moral. Vous vous rendez compte qu'on est en train de débattre, de savoir si on peut autoriser ou pas la raclette dans un marché de Noël. Ouais. Vous vous rendez Ouais. compte de l'avancée de cette On- tyrannie François Monboisse. Oui, il y a des choses qui sont, je suis d'accord, hein, qui sont un peu ridicules dans ces interdictions, comme interdire la raclette parce que c'est du fromage savoyard et l'autoriser avec du Munster. Mais il y a une chose un peu plus dangereuse qui m'amène sur mon coup de cœur ou coup de gueule, c'est le crucifix. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une volonté de tout dire que Noël, c'est une fête chrétienne. chrétienne. Ce qui est quand même un peu gênant. Et on ne prononce pas le mot de crucifix, on dit la croix de JC. Ouais, Voilà. C'est ce qui est écrit sur le petit tableau. Donc, oui, c'est une façon de déchristianiser cette de cette déchristianiser fête, bien sûr. la fête, oui, absolument. Michel, et puis après on passera au coup de gueule de Je suis François. alsacien, je suis Ouais. colmarien, j'ai vécu 20 ans à Strasbourg, j'en ai fait des marchés de Noël à Strasbourg. C'est ridicule ce que fait la ville de Strasbourg, c'est ridicule. Les Alsaciens se marrent. Et se marrent vert. C'est absolument scandaleux. Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est exactement ce qu'a en vue la mairie de Strasbourg, qui est donc dirigée par Jeanne Barseguian, élue écologiste, dans une coalition avec la NUPS et, enfin, il n'y avait pas la NUPS, excusez-moi, avec les Insoumis et l'extrême gauche strasbourgeoise, élue avec 15 000 voix dans une ville de 250 000 habitants, parce qu'à l'époque, il y avait le Covid, et que toutes les personnes de plus de 50, 60 ans ne sont pas allées voter parce qu'elles avaient peur de contracter le Covid, puisque 2 jours avant, Édouard Philippe leur avait dit restez à la maison, ils n'allaient plus dans les bars et les restaurants. Donc pour moi, ils ont volé l'élection. Ils ont volé l'élection. En tout cas, c'est ma conviction. Mais cette décision que vous avez bien raison de dénoncer, je pense qu'il faut respecter la démocratie. C'est ça, c'est la démocratie. Tout en ayant la possibilité de critiquer des mesures qui ont été prises en place. C'est une mise en cause de la légitimité, mais c'est pas. C'est une mise en cause de la légitimité, mais c'est pas un vol d'élection. Non, alors je retire le mot, je retire le mot. En revanche, c'est une élection. Comment dire, en termes de légitimité, oui, sa représentativité, voilà, est très fortement affaiblie. Mais là, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça participe, de la part des écologistes et de l'extrême gauche, d'une police des mœurs qu'ils souhaitent mettre en place. Ce sont les mêmes qui dénoncent l'Iran. Exactement, mais justement, je voulais venir, ça sera mon coup de gueule tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est une police des mœurs. Dire effectivement, au-delà de l'aspect légal, et je suis d'accord d'un point de vue de la morale publique, c'est extrêmement grave, parce que c'est un contrôle. Donc selon la partie du territoire français où vous n'avez pas le droit de boire du champagne. Ouais. On a des très bons créments d'Alsace en Alsace, mais on a le droit et envie, si on veut, de boire du champagne sur le marché de Noël, etc., etc. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est du communautarisme en fait. L'idée qui est derrière, c'est non seulement une police des mœurs, mais c'est de communautariser les choses. Et je trouve que c'est complètement contraire aux valeurs et de la France et de l'Alsace en particulier. Oui. Alors François Monboisse, on va passer à votre coup de gueule. Oui, c'est un coup de projecteur parce que il y a plusieurs événements dans des lycées ou des collèges qui font vraiment dire à Dominique Schnapper, qui est la présidente du Conseil des sages de la laïcité, qu'en fait il y a une alerte assez sérieuse des islamistes. Donc l'événement, c'est le lycée de Nanterre qui est bloqué. Il y a eu un pataquès, un blocus du lycée, intervention de la police assez violente. Il y a eu des tirs de mortier de la part des lycéens. Il y a 4 personnes interpellées qui n'étaient pas du tout du lycée. Et dans les revendications, il y a l'autorisation de porter l'abaya. Ouais. Et l'abaya, c'est le grand vêtement voilé qui est vraiment un signe ostentatoire de religieux. Ouais. Donc, il y a la volonté de déboulonner la loi de 2004 sur la laïcité qui interdisait dans les écoles, les collèges et les lycées, les signes ostentatoires de la religion. Et c'est pas la première fois. Je crois que le ministère a dit qu'il y avait eu 150 incidents de ce style. Non, 300, plus de 300 même, vous voyez, c'est encore pire. Il y a un collège du Haut-Rhin aussi où il vient d'y avoir un incident extrêmement grave où un père d'élève menaçait un prof en parlant de Samuel Paty explicitement. Et le prof n'avait rien montré, il avait juste fait un débat dans sa classe. Évoquer les caricatures de Mahomet. Il en avait parlé sans les montrer. Et le père d'élève arrive et le menace en parlant, 2 ans après la mort de Paty,
Donc c'est vraiment grave et il faut que le ministre réagisse fermement et donne des instructions fermes parce que les profs expliquent qu'ils savent pas trop quoi faire. On l'a vu dans l'affaire Paty. En fait, Samuel Paty avait informé plusieurs fois, puis il n'avait pas eu de soutien. Il ne s'était rien passé. Donc, faut pas laisser les profs tout seuls face à ces événements. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des campagnes sur TikTok. Elle qui disait moi j'y vais avec le voile et puis on les embête. Donc, il faut vraiment que le ministre soit ferme et on l'attend là-dessus. C'est nécessaire. Oui, Dominique Schnapper est interviewé ce matin dans l'Opinion et si on lit entre les lignes, on voit qu'il n'y a pas énormément de contact avec le ministère. Elle dit, avec le ministre, elle dit, je suis à la disposition pour continuer ce qu'on avait commencé avec Jean-Michel Blanquer, mais on sent et on imagine qu'il n'y a pas, forcément de relation. Je peux terminer. Le souci, attends, laissez terminer. Oui, François Monbois. Le souci, c'est qu'autant Jean-Michel Blanquer était très clair, autant Emmanuel Macron n'est pas très clair sur cette affaire. Et Papendiaï non plus. Voilà, sur la laïcité qu'on n'a jamais eue, et voilà. Absolument. Michel. Non, mais je pense qu'il y a un retour là de pression par des islamistes parce que vous savez, en fait, il y a des vagues, il y a des périodes où en fait, notamment lorsqu'il y a des attentats terroristes, ça secoue beaucoup la France, et puis après on oublie, on n'en parle plus. Mais eux, les islamistes, ils sont constamment à la manœuvre et ils sensibilisent constamment leurs ouailles, j'ai envie de dire, à effectivement une forme de rupture avec la société française. Et donc effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est le signe qu'il y a malheureusement, ça ressort du bois et il y a de plus en plus. Vous avez cité le Haut-Rhin. Excusez-moi, on reparle de l'Alsace, mais la ville de Thann, la commune de Thann, où s'est passée cette affaire de nouveau, d'un enseignant menacé par un parent d'élève. Voilà. Thann, c'est une petite commune au fond d'une vallée alsacienne où il fait bon vivre. Moi, quand j'étais jeune, j'y allais souvent. Et vous avez là, au cœur d'un petit territoire de France, de telles atteintes à la laïcité. Mais c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Jean-Claude Beaujour. Moi, je crois, évidemment, il faut. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de soutien de la part de l'administration au sein du ministère de l'Éducation nationale en faveur des enseignants qui sont concernés. Mais j'ai le sentiment qu'il nous faut désormais aller plus loin parce qu'on voit bien qu'il y a des coups de boutoir dans le principe de la laïcité, dans nos modes de vie. Je pense qu'il nous faut recommencer à militer. Je vais vous dire, j'ai le sentiment qu'il y a une grande majorité de Français qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui dans les salons, dans les dîners, dans les fêtes de famille, le dimanche à la maison, on se plaint. Mais en réalité, nous ne militons plus pour ce qui pour nous est important et doit fonder la société française. Alors, bien sûr, on vient sur vos plateaux et on dit ce qu'on pense, mais globalement, il y a une forme, non pas d'indifférence, mais on laisse faire. On laisse faire, si bien que ce sont, parce que ce sont des minorités, attention, et je voudrais bien redire que quand on parle d'extrême, ce sont quelques minorités qui ne font pas d'ailleurs, au sein desquelles, au sein de personnes qui sont de la communauté musulmane, si on peut encore parler de communauté, mais sont très marginales, etc. Et donc je pense qu'il nous faut à nous recommencer à militer. Je pense que vous êtes assez optimiste lorsque ce que vous dites que finalement... Oui, j'ai dit c'est l'heure de la pub, à 9h16. On reprendra juste après la pub. Voilà, vous faites la transition. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, je voudrais qu'on avance quand même dans nos coups de cœur et nos coups de gueule. Juste Noémie, oui, juste une petite réaction. C'est vrai que on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas plus de révolte, plus de résistance face à cette progression de l'islamisme. Alors il y a effectivement la question, enfin je veux dire, on peut évoquer le fait que tout simplement on laisse les choses se faire, mais je pense qu'il y a la peur qui joue. Et je rappelle cette enquête IFOP qui avait été publiée juste un an après la mort de Samuel Paty, qui expliquait qu'un professeur sur deux s'auto-censurait déjà. Et ça me fait rappeler ce que dit Alexandre Delval, le géopolitologue. Il parle de coupeurs de langue qui sont en fait main dans la main avec les coupeurs de tête. Et on voit bien que le fait d'avoir la langue coupée, c'est vraiment le fait de s'auto-censurer. Et ça, c'est vraiment la progression des islamistes. Et c'est dramatique. Alors, Noémia, vous avez raison. Moi, lorsque je disais mobilisation au sein de la cité. Chacun d'entre nous doit désormais parler un peu plus fort parce que précisément c'est parce qu'on laisse les enseignants, en tout cas les personnes concernées, on les laisse un peu toutes seules,
que ceux qui sont en face ont le sentiment qu'ils peuvent être des coupeurs de raison. L'histoire des abayas, c'est typiquement ça, c'est de tester un peu plus. Là, je vois ce matin, c'est une information CNews, une surveillance policière a été mise en place autour d'un lycée à Évry, après qu'un professeur d'histoire géo a reçu une lettre de menace. Et cette lettre de menace, je vous la lis. Votre prof, monsieur X, le sale juif, doit arrêter de faire le malin. On va lui faire une Samuel Paty à lui, à son père, le vieux rabbin sioniste. Les juifs, on n'en veut pas dans les lycées. Restez dans vos synagogues, on va s'occuper de lui à la sortie du lycée. C'est odieux. J'ai presque envie de dire, il faudrait, si on voulait aller jusqu'au bout, il faudrait même pas répéter ce type de propos, parce que c'est odieux. Mais vous avez aussi intérêt à le dire. C'est justement ce qu'attendent les islamistes, c'est justement qu'on ne se révolte pas. C'est exactement ce dont on vient de parler. Ça fait froid dans le dos d'entendre ça. On a l'impression d'être en 40. Le problème, c'est que les gens qui l'affirment, il faut les combattre. Et pour les combattre, il faut déjà commencer par voir ce que l'on voit et dire ce que l'on a vu. C'est déjà un début. Allez, on continue alors c'est François. Pardon, on va parler avec vous, Michel. Vous revenez sur Emmanuel Macron hier soir. Ça a plutôt très bien marché. 5 400 000 téléspectateurs, près de 24% du public qui a regardé cet entretien, cette interview du président de la République. Juste une petite précision. J'ai croisé en sortant de la radio hier un responsable de France 2 à qui j'ai dit mais c'est quand même étonnant de parler de l'étranger alors que la France est quand même sous tension, et on m'a dit bah non, l'Élysée a maintenu ce choix de faire l'étranger en premier et la vie quotidienne des Français la semaine prochaine. Voilà, c'est un bon. Vous vouliez revenir sur l'Iran? Voilà, ça je pense qu'on en parlera peut-être après, mais concernant l'Iran, effectivement, le président de la République a été interrogé sur l'Iran, et ce que je veux dire, moi je suis très déçu de la réponse d'Emmanuel Macron. Grosso modo, Emmanuel Macron a dit que ce qui se passe en Iran, c'est très grave, c'est très important. Il a salué le courage des femmes iraniennes qui sont dans un mouvement extraordinaire. Alors justement, on parlait de la peur en France. Là, elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus peur. La peur qui habitait les Iraniens, les Iraniennes et maintenant les Iraniens pendant 44 ans, elle a sauté. Un verrou a sauté. Les Iraniens n'ont plus peur. Tous les jours, j'entends dans les médias français des Iraniens franco-iraniens qui ne pouvaient pas pendant 44 ans s'exprimer sur l'Iran parce qu'ils avaient peur et qui aujourd'hui sortent du bois et s'expriment publiquement. C'est un modèle de courage extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais moi je suis déçu par ce qu'a dit Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron hier a dit c'est fantastique, je salue, je suis aux côtés des femmes iraniennes, bravo à elles, je m'incline devant elles. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Le Canada a déjà imposé à 10 000 Iraniens complices du régime des mollahs des sanctions économiques. L'Angleterre a pris des mesures de gel des avoirs de nombreux acteurs économiques iraniens proches du régime. Que fait la France ? Que fait l'Union européenne ? Il y a une semaine, à Prague, Emmanuel Macron a lancé la communauté politique européenne. Quel culot ! Il le fait en présence du président de la République turc, en présence d'Erdogan. Et il ne dit quasiment rien sur l'Iran. Alors même à ce moment-là, vous aviez des femmes qui se coupaient les cheveux pour dire non au régime des mollahs. Donc que fait la France ? La semaine prochaine, il y a un Conseil européen à Bruxelles. Il faut que la France et l'Union européenne prennent des mesures très fortes qui rappellent les ambassadeurs en poste à Téhéran, qui convoquent les ambassadeurs iraniens dans les capitales européennes, qu'ils gèlent les avoirs du régime des mollahs, et ils sont très importants en France. Et il faut soutenir les femmes, parce que si le mouvement s'épuise dans la durée, elles vont se faire écraser par le régime. Donc il y a urgence à ce que la France et l'Union européenne soient au rendez-vous des femmes et du peuple iranien, et c'est pas par des blablas qu'on va y arriver, c'est par des mesures concrètes très fortes. Oui, moi je soutiens complètement ce mouvement, parce que depuis maintenant quasiment 15 ans, je travaille beaucoup avec une professeure à l'université, professeure franco-iranienne, Fahimé Robiol, que l'on voit beaucoup dans les médias. Fahimé est une amie, on a beaucoup travaillé, on a fait venir des Afghanes, des responsables politiques femmes afghanes en France, etc. Bref, il y a tout un travail. Nous n'avons pas attendu cela pour pouvoir travailler aux côtés de Fahimé. Eh bien, c'est là où je dis, tout à l'heure, lorsque je disais qu'il faut militer, moi j'ai vu beaucoup de militantisme de salon, des gens dire on est un peu avec, mais plus nous serons nombreux à soutenir l'action d'une Fahimé Robiol pour qu'effectivement son propos ait du retentissement, pour qu'effectivement auprès de nos pouvoirs publics elle puisse faire véritablement, qu'elle puisse faire
prévaloir la cause de ces femmes, parce que c'est pas simplement une question de voile, c'est une question de liberté fondamentale. Et ce qui guette les démocraties, si nous avons déjà un problème de répartition des richesses, si nos démocraties modernes ne sont plus un espace où on peut défendre un certain nombre de valeurs, eh bien il n'y aura plus de démocratie. Ouais, François Monbois sur l'Iran. Oui, je crois que la France s'aligne sur l'Union européenne, comme sur beaucoup de domaines, et l'Union européenne n'a pas envie de s'embrouiller avec l'Iran. La réaction de l'Union européenne est extrêmement faible. Et comme on veut être d'accord à 28, on ne fera absolument rien. La France dirige quand même l'Union européenne avec l'Allemagne. Hein. Elle a son mot à dire. Je pense que si elle voulait s'engager plus, l'Europe s'engagerait plus. C'est un élément particulièrement puissant de l'Europe. Mais vous avez parlé de l'Iran, il y a l'Azerbaïdjan aussi, parce que sur l'Arménie, la seule réponse de Macron hier, c'était qu'on n'achetait pas de gaz à l'Azerbaïdjan. Mais le soutien, c'est soutenir l'Arménie. Non mais la différence entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, c'est que vous avez le peuple iranien qui se soulève. Oui, je suis d'accord. Et si vous voulez, juste en 2 mots, ce qui se passe en Iran, ça va être très simple. C'est soit un scénario à la tunisienne, soit un scénario à l'algérienne. Je m'explique. En Tunisie, en 2010, en 3 jours, Ben Ali s'est effondré, a été démis. En 1 mois, la révolution était faite. En Algérie, vous avez eu le mouvement des jeunes, des étudiants pendant 1 an qui s'est épuisé et qui malheureusement a été écrasé, souvent dans le sang, et le régime algérien est toujours en place. Donc l'Iran, la question qui se pose, c'est est-ce que les femmes et les jeunes et les adultes maintenant, et l'ensemble du peuple iranien va réussir à faire chuter ce régime inique, moyenâgeux, qui nous a plongé, nous aussi, l'Europe, parce qu'on parlait des attentats terroristes, on parlait de Samuel Paty. Mais pourquoi y a-t-il eu des Samuel Paty? Il y a eu des Samuel Paty parce qu'en 1978, il y a eu la révolution iranienne, que celle-ci a financé le terrorisme dans le monde, le Hezbollah, le Hamas, etc. Et donc cette révolution nous concerne, et donc Emmanuel Macron doit absolument prendre des engagements beaucoup plus fermes. Il y a une grosse différence avec la Tunisie, c'est que l'armée est avec Hezbollah. Bah oui. Et que les précédentes révolutions en Iran n'ont jamais marché, parce qu'il faut que les révolutionnaires arrivent à avoir des leaders, ils n'en ont pas, et arrivent à avoir l'armée avec eux. Sinon, ils n'y passeront pas, malheureusement. 9h28 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, évidemment. On va parler de la pénurie d'essence et le risque de contagion, risque de grève générale ou pas. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, nous débattons avec Michel Taube, Noémie Alioua, François Monbois et Jean-Claude Beaujour. Noémie, juste un mot, vous vouliez prendre sur l'Iran et après on parle de l'essence. Rappeler le nom des 5 otages français qui se trouvent actuellement en Iran. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, l'a évoqué il y a quelques jours. J'aurais aimé que Emmanuel Macron en parle aussi hier, il ne l'a pas fait. On va rappeler rapidement un tout petit mot, mais je veux dire, on va rappeler leur nom. On va rappeler leur nom. Fariba Abdelka, c'est une chercheuse, une anthropologue à Sciences Po qui a écrit un certain nombre d'articles qui critiquent le régime iranien. Elle est actuellement retenue par les Iraniens. Benjamin Brière, lui, c'est un Instagrammeur, un aventurier. Il traversait l'Europe et l'Asie avec son van. Il prenait des photos. Il envoyait un drone à la frontière entre l'Iran et le Turkménistan. Et ensuite, il s'est retrouvé donc dans les geôles iraniennes. Et puis il y a Cécile Collère et son conjoint Jacques Paris, qui eux sont professeurs. Enfin, Cécile Collère est professeure et donc son conjoint, elle l'accompagnait. Elle s'est retrouvée d'ailleurs à diffuser une vidéo qui a été diffusée sur la télé iranienne, la télé officielle, dans laquelle elle explique qu'elle est un agent de renseignement. Paris s'est dit scandalisé. Et puis ensuite un manifestant dont on n'a pas le nom, mais qui a participé donc aux manifestations récentes en Iran. Ils sont tous soit accusés d'espionnage, soit d'être des agents de renseignement. Le Quai d'Orsay dénonce une sorte de diplomatie des otages, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un petit peu sa façon de fonctionner. On joue à la diplomatie. Voilà, exactement. On joue à la diplomatie. On retient des gens pour des raisons tout à fait fallacieuses et on les accuse de choses évidemment qu'ils n'ont pas fait, pour ensuite obtenir des concessions sur un certain nombre de dossiers diplomatiques. C'est scandaleux. Il faut défendre nos compatriotes qui sont retenus dans les geôles iraniennes pour des raisons totalement fallacieuses. Vous avez raison, le président de la République aurait pu l'évoquer. François, bon, on va peut-être passer à ce qui se passe
Avec nos raffineries, le blocage, la grève, la CGT qui a reconduit le blocage aujourd'hui. Le président de la République a dit que les choses allaient s'améliorer la semaine prochaine, méthode Coué ou pas. Et puis le risque d'une contagion à d'autres secteurs. On a vu le nucléaire, on a vu la SNCF qui appelle à une journée de grève. Jean-Claude. Oui, moi juste deux choses. Préalablement, je comprends tout à fait que l'on puisse dire, et je suis le premier à défendre, une meilleure répartition des richesses dans le pays, que ce ne soit pas limité simplement au groupe Total, etc. Ça, je comprends. Je respecte le droit de grève. Mais là, nous en sommes à une situation où une petite minorité ne bloque pas simplement le fonctionnement du groupe Total, en tout cas pour la distribution de l'essence, mais c'est quasiment 10 millions de Français qui sont passablement, je ne sais pas, enquiquinés. On n'est pas là, c'est pas simplement il y a du retard sur le trafic de métro, donc parce qu'à cause d'une grève. Ce sont les plus vulnérables qui ne peuvent pas travailler. Quand on est citadin, ça va. Ouais. Mais lorsqu'on habite en région, qu'on doit faire 40 ou 50 km pour pouvoir aller travailler, qu'on ne peut pas aller travailler, qu'on ne peut pas s'occuper de ses enfants, qu'on ne peut pas... Moi, j'ai des gens que je connais qui ne peuvent pas aller s'occuper de personnes âgées dont ils ont la garde ou la charge ou la surveillance. Eh bien, ça, c'est un problème. Là, je pense que la CGT, qui a peut-être d'autres intentions, autres que simplement les salariés de chez Total, qui sont pas les plus mal lotis, mais peu importe. Mais la CGT a peut-être d'autres intentions, donc il faut pas nous faire prendre des lanternes pour des vessies. Des vessies pour des lanternes. Des vessies pour des lanternes. Merci Valérie. Je pense effectivement qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Parfois, là encore, il faut qu'on dise ras-le-bol. Michel. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Alors certes, il n'avait pas beaucoup de temps puisque c'était une émission surtout sur l'international, mais j'ai l'impression que Jupiter est de retour. Il est sur un nuage, le président de la République. Il nous dit... Il a dit pire que ce que vous avez dit à Valérie. Il a dit qu'il y aura un retour à la normale la semaine prochaine. Un retour à la normale. Alors que tout le monde sait, donc le président de la République lui aussi, que si même aujourd'hui, là, dans 10 minutes, à la une de l'émission de Valérie Expert, la CGT vous annonçait, ça y est, on a trouvé un accord, tout est réglé, dans une semaine, on n'aura pas de retour à la normale, mécaniquement déjà. Donc dire, hier soir, que dans une semaine, donc je propose qu'on s'en reparle dans une semaine, y aura-t-il un retour à la normale? Non, évidemment non. Donc le président de la République nous raconte des balivernes, où en tous les cas, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Vous avez vu qu'il y a ce matin, Bruno Le Maire a dit il faut que Total augmente ses salariés. Donc on voit que le gouvernement est en train d'essayer. Total a annoncé une prime un 13e mois, si j'ai bien compris. Pas, voilà. Mais ça, c'est l'autre problème. Moi, je suis d'accord. Je pense que en Angleterre, qui est un pays ultra-libéral, ils ont voté une super taxe sur les entreprises énergéticiennes. Et en France, qui est un pays hyper jacobin et où les prélèvements obligatoires sont considérables, on ne l'a pas fait. Donc là aussi, c'est beaucoup de blablabla et pas de résultat. Donc effectivement, ils auraient pu prendre des mesures plus tôt. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Et puis, c'est vraiment trop tard, parce qu'il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que moi, mon pressentiment, c'est que la mèche a été allumée pour une nouvelle explosion sociale. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Je pense que là, tous ceux qui ont envie de se payer la troisième mi-temps de l'élection présidentielle et législative ont trouvé le moyen de s'y mettre. Je pense que la CGT a des enjeux internes de succession de Martinez, que la CGT est en perte de vitesse et que donc les juges... Oui, il y a d'autres raisons. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une minorité. Et qu'ils veulent faire la soudure avec la manifestation de dimanche, la marche, moi je l'ai appelée En Marche, pour rigoler un petit peu, de Mélenchon qui veut essayer de faire un coup de force. Et je pense que la CGT est alliée à Mélenchon pour essayer de foutre le bordel et la chienlit avec le soutien, on le sait maintenant depuis 2 jours, de Sandrine Rousseau qui a appelé à la grève générale. Mais je crois qu'il y a une sorte de fantasme de grève générale à l'extrême gauche, et on le voit d'ailleurs chez les députés qui en parlent avec une forme de délectation, comme s'ils attendaient, eux ils attendent que ça, ils attendent une révolution, il faut qu'elle advienne d'une façon ou d'une autre. Donc dès qu'il s'agit de provoquer un peu de boxon dans le pays, ils sont très contents. Et moi je pense toujours aux classes populaires, d'accord, qui sont les premières à avoir besoin de leur voiture pour aller travailler, et on est en train de détruire leur vie, on est en train de les empêcher de pouvoir obtenir leur salaire, et ça c'est monstrueux. Et donc c'est toujours une petite minorité qui s'active pour ses propres
propres intérêts et qui ne pensent pas aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus pauvres, qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de survivre et qui, eux, ne fantasment pas de ce grand soir de révolution. Bonne question d'un auditeur, Xavier, qui dit pourquoi est-ce que les médias mainstream continuent à parler de seulement 30% de stations fermées alors que rien que dans les Pyrénées-Orientales, 50% des stations sont vides. C'est vrai que ce chiffre de 30%, moi aussi, m'a interpellé. Rien qu'en région parisienne, on voit bien que c'est... Il y a la fermeture et puis il y a la capacité. Il y a effectivement la capacité parce que vous pouvez être ouvert quasiment sans essence. François Monbois, sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on sent bien qu'il y a autre chose que le pouvoir d'achat. Pour rappel, les mesures sociales qui ont été prises par Total Energy, c'est Rafik Smati qui tweet ça ce matin, c'est un communiqué. Les salariés français du socle commun de Total Energy ont bénéficié de mesures salariales représentant une augmentation de 3,5% en 2022 en considération de l'année 2021. Ils ont reçu une participation de 9 108 € avec un montant minimum de 7 250 € et la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie est de 5 000 € par mois, intéressement, participation compris. Et ensuite, il y a eu des chèques aussi, 150 € en mars pour les salariés abonnés au gaz et à l'électricité chez Total Entreprise et une prime énergie de 200 € net en juillet pour tous les salariés. Alors vous allez me dire, il y a de la propagande des deux côtés, mais il y a eu des aides qui ont été faites par Total. François, je vous laisse la parole. Non, les salariés de Total sont bien payés. Enfin, c'est connu que la convention collective du pétrole est une des plus protectrices de toutes les conventions collectives. Mais je crois que il y a une des choses importantes qui a été dite par Michel Taubes sur le refus du gouvernement de taxer les superprofits, qui a absolument pas été compris par les gens. Surtout que l'Angleterre libérale le faisait, l'Espagne le fait, j'ai vu hier que le Portugal va le faire, et même l'Union européenne a recommandé de le faire. Et c'est quelque chose sur lequel Attac, Greenpeace, la NUPES ont insisté en fait pendant tout l'été sur les superprofits, on ne taxe pas les superprofits. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu que l'amendement a été voté à l'Assemblée nationale, donc une taxe sur les superprofits. Oui, c'est un amendement du MoDem et qui a été voté par 200 voix contre 88. Ça veut dire qu'il y a des députés LREM qui ont voté cet amendement contre l'avis du gouvernement. Absolument. Il y a un entêtement du gouvernement à pas comprendre que c'était un sentiment d'injustice très fort chez les gens. Et puis au début de cette grève de l'essence aussi, il y a eu un peu un mépris. Moi j'ai vu des tweets sur on nous embête avec cette grève de l'essence, c'est pas très grave, sans voir, comme l'a dit Noémie, qu'il y a des gens pour qui c'est un cauchemar. Il y a des gens qui passent des heures, qui passent 3 heures à faire la queue pour acheter de l'essence. Enfin, c'est pas possible. Et à minuit. Et puis ce matin, on entendait aussi dans la matinale de Patrick Roger les difficultés des entreprises, en particulier la chaîne du froid où il va y avoir des problèmes compliqués d'approvisionnement. On a parlé des infirmières, mais c'est toute une série de... Il y a la chaîne du froid, mais vous avez des centaines, des milliers de petits entrepreneurs dans notre pays qui sont considérablement pénalisés. Vous avez les agriculteurs, vous avez les chauffeurs VTC, vous avez des tas de gens qui vivent au quotidien, qui doivent rembourser des crédits et qui, eux, ne seront pas payés des journées de grève, je précise, et qui doivent faire face à ces difficultés. Moi, je pense que on a parlé effectivement de la taxation des superprofits. Je redis encore une chose, c'est que dans notre pays et dans nos démocraties se pose la question de la répartition des richesses. Et si nous n'arrivons pas à réfléchir de nouveau sur ce sujet, eh bien effectivement c'est la répartition. Ce sont nos démocraties qui vont être balayées parce qu'ailleurs c'est pareil. Vous voyez, aux États-Unis c'est pareil, y compris chez les gens qui sont considérés comme à droite. Et là, à l'instant, alerte salaire, la CGT appelle à élargir la grève à tout le secteur de l'énergie. C'est vraiment profondément scandaleux. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, la CGT joue les jusqu'au-boutistes parce qu'ils ont un agenda syndical. Mais la bonne nouvelle, c'est que la CGT est en perte de vitesse. La CGT est en perte de vitesse, donc si vous voulez, en fait, ils sont... là, pour l'instant, c'est eux qui bloquent. Oui, parce qu'il faut pas être nombreux. Il y a eu des accords qui ont été acceptés chez SO, et la CGT mais parce que malheureusement, il y a une culture en France de ce que quelques minoritaires endiablés peuvent avoir un pouvoir énorme en bloquant une situation, en menaçant la police et l'ordre public, etc. Donc voilà, ça, c'est pas normal. D'ailleurs, il y a aussi, mais c'est pas le sujet de court terme, évidemment, mais cette culture française de
de ne pas respecter les autres quand on fait la grève. Je suis désolé, il y a beaucoup de pays où il y a des mouvements sociaux comme en Italie, en Espagne, et où, je rappelle toujours cet exemple, mais qui est très important, en Italie, il n'y a pas de droit de grève dans les secteurs des transports le week-end de Pâques, le week-end de Noël et les jours de départ et de retour de vacances scolaires. C'est interdit. Mais ça ne veut pas dire qu'en Italie, il n'y a pas de droit de grève, que le droit de grève n'est pas universel. Mais c'est interdit parce que, à ces moments-là, parce que c'est des millions de vies de famille qui sont entravées. Mais parlons, Donc en France, les conséquences, on les connaît. Maintenant, comment on sort de ça? Et est-ce qu'il y a un risque de contagion? Moi, je pense que c'est parti. La contagion, elle est partie dans tous les secteurs publics, au-delà de l'énergie. C'est la CGT, c'est ça qui appelle à élargir à tous les secteurs de l'énergie. Non, mais vous vous rendez compte, on est en train de mettre des cols roulés là parce qu'il y a des problèmes justement d'énergie. On a déjà un contexte géopolitique qui n'est pas forcément favorable pour le gaz, pour l'électricité, et maintenant on va se retrouver en plus avec une grève. Non, mais où on va? Le risque de contagion, il est réel parce que justement, parce que la tous CGT, les services publics, il y a la SNCF la semaine prochaine, départ en vacances qui annonce vouloir faire grève. Le risque est réel. Après, est-ce que un certain nombre écouteront les recommandations, parce que visiblement le président de la République a demandé au président de Total d'accélérer la négociation. Comment se comporteront les... Elle a échoué la négociation ce matin. Oui, bien sûr. Donc, le next étape, je ne sais pas. Mais je suis désolé, lorsque Total dit, c'est quand même la CGT, mais Total a aussi une très grosse responsabilité. Lorsque Total fait une forme de chantage en disant je suis prêt à discuter si vous levez d'abord les barrages, c'est pas ça une négociation. Non. Une négociation, c'est on se met tous autour d'une table, quel que soit l'état des forces et du rapport de force et du bras de fer qu'il y a, et c'est autour de la table qu'on trouve une solution. Donc subordonner une discussion à dire vous levez le rapport de force, ils savent très bien que ayant la CGT en face, ça ne marchera pas. Et résultat, ça n'a pas marché hier. Et donc, on est reparti pour 2-3 jours de perdu. François, sur la vente à distance, ça a un impact pour vous? Pas encore, mais ça va en avoir sur tout ce qui est livraison. Oui. C'est évident. Oui, c'est ça. Surtout les sous-traitants de livraison, pour qui c'est un cauchemar. Sur Total, moi j'ai l'impression qu'il y a un bras de fer aussi entre le gouvernement et Total. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations un peu martiales. Ce matin, Bruno Le Maire, Total doit augmenter les salaires. Absolument. Je pense que quelqu'un comme Pouyanné, il s'en fout. S'il entend ça du gouvernement, il n'a pas envie d'augmenter les salaires. Ouais. Plus Macron hier qui a dit qu'il ne soutenait pas Total dans le projet de pipeline en Ouganda. Ouais. D'abord, je ne sais pas si l'État français a les moyens de s'opposer à ce que fait Total en Ouganda, mais ça ne va pas rendre Total enclin à céder au gouvernement là-dessus. Non. Il y a un peu un bras de fer dans les deux sens. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que ça soit négocié en coulisses et pas par des grandes déclarations tonitruantes. Ouais. J'ai lu qu'il y avait dans une raffinerie, je ne sais plus laquelle, il y avait 5 grévistes il y a 3 jours, mais que l'annonce des réquisitions a fait que FO a suivi le mouvement et qu'il y a eu 40 grévistes. Il y a très peu de grévistes, vous avez raison. Hein. Oui. BFM ce matin a dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient rouvert un dépôt de carburant. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y en avait 2 pour le bloquer. Mais il est où, Pouyanné, aujourd'hui? Est-ce qu'un PDG digne de ce nom ne devrait pas être je pense qu'il est dans un jet privé en train de traverser le monde parce qu'il faut pas oublier aussi que Total n'est plus une entreprise française. On dit toujours que c'est une entreprise française, mais j'ai regardé la composition de l'actionnariat et donc c'est Pouyanné, excusez-moi, mais par exemple hier Emmanuel Macron a dit autre chose qui est très important. Vous savez, Total est investi en Ouganda dans l'ouverture d'un pipeline gigantesque, le plus grand du monde, qui cause des dommages environnementaux et sociaux terribles aux populations locales. Et Emmanuel Macron s'est permis hier, là il a été courageux. Il a dit non, je désapprouve ce que fait Total. Je suis pas d'accord avec ce que fait Total. Et alors là, sur un problème environnemental en Afrique, il ose rentrer, excusez-moi, dans l'art de Total. Et là, sur la crise non, je n'ai pas à m'en occuper, ça ne me concerne pas, c'est à Total de trouver une solution avec la CGT. Franchement, on se moque du monde, quoi. Allez, petite pause sur Sud Radio, 9h48. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert.
Avec vous, on est jusqu'à 10h en débat, en discussion. Je voulais qu'on parle de cette enquête du Figaro, violence de rue, cambriolage. Le Figaro a analysé les crimes et délits dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants. Valenciennes, Douai, Lens, Roubaix, Maubeuge, Montbéliard, Agde, Arras, Auxerre ou Angoulême sont des villes qui aujourd'hui rivalisent avec La Courneuve, avec Bobigny ou Avignon pour les agressions. C'est une enquête là pour le coup très sérieuse et très précise, puisqu'ils ont analysé les derniers chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, et on voit effectivement que la situation dans de nombreuses villes s'est détériorée, en particulier la ville de Nantes. Ça, on le savait déjà, mais ce sont des chiffres. François Monboise, vous avez peut-être vu cette enquête qui montre que le sentiment d'insécurité n'est pas forcément un sentiment. Oui, sentiment d'insécurité, mais violence aussi. Oui, violence. On est une société de plus en plus violente verbalement. Les gens ne s'écoutent plus, s'invectivent. Violence, moi je le vois à Paris, ça m'est jamais arrivé, je me fais taper dessus quand je suis en voiture parce que je mords un peu sur un passage piéton, j'ai pas pu m'arrêter. Des gens tapent sur le capot violemment, en me traitant de connard. Ça n'arrivait jamais avant. Les gens disent poussez-vous un peu, mais là les gens tout de suite sont extrêmement violents, donc c'est assez logique que cette violence débouche sur la délinquance. On est une société violente. Alors politiquement, il y a un parti qui appelle à tout conflictualiser, mais ça marche. Les gens sont hystériques tout le temps. Oui, c'est vrai que c'est une chose qu'on remarque tous. Là, on parle aussi de délinquance, de trafic de drogue, et c'est vrai que ça a gagné des villes qui n'étaient pas touchées jusqu'à maintenant. Jean-Claude Beaujour. Oui, moi je pense que aujourd'hui c'est pas, et pour être très concret, on dit souvent sentiment. Je pense que peu importe ce que les gens vivent, ce qui est important, c'est ce que les gens vivent, lorsqu'ils ont le sentiment d'être attaqués dans leur intimité. Là où François Monboise a complètement raison, c'est que bien sûr il y a toujours eu un peu de délinquance, bien sûr. Alors ce qui est d'étonnant, c'est que la très grosse criminalité a été en recul, mais effectivement on a insuffisamment au cours des 15 dernières années, des 20 dernières années, lutté contre toute cette délinquance entre guillemets inacceptable au quotidien, et ça mine nos vies. J'ajoute que sur le trafic de drogue, parce que ça c'est un point important. Sur le trafic de drogue, vous avez vu le nombre. Alors, je sais bien qu'on nous a dit que le ministère de l'Intérieur a publié des statistiques en disant qu'il a pu lutter contre 20% des points de vente. Il a pu faire fermer 15 ou 20% des points de vente. Mais c'est là où nous devons mettre l'accent, parce qu'on sait que le trafic de drogue, la consommation, l'activité qu'il y a autour de la drogue mine nos quartiers. Et ça, sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir, par exemple, que en Guyane ou en Guadeloupe ou en Martinique, la violence est plus importante, rationnellement parlant, et plus importante qu'à Marseille. Donc on voit que c'est vraiment partout, y compris dans les villages. Oui, la conclusion de l'article dit: le désengagement de l'État est pointé du doigt. Ses services renverraient de plus en plus vers la police municipale. C'est effectivement le cas, ça m'est arrivé. Problème, et on m'a dit on n'a pas de voiture, on a une voiture pour 5 communes. Et c'est assez tragique, Noémie. C'est assez tragique, et le pire, c'est que, si vous voulez, les gens qui expriment cette douleur, cette souffrance, cette crainte, cette peur au quotidien, eh bien, sont traités souvent de fachos. On les insulte parce qu'il y a une incarnation politique, malheureusement, il y a un parti politique, celui du Rassemblement national, bien sûr, qui prend cette question à bras le corps et qui en fait, si vous voulez, son cheval de bataille. Et les autres partis politiques craignent un petit peu à chaque fois d'évoquer ces questions-là, parce qu'ils se disent que justement ça ferait le jeu de je sais pas qui. Or, je pense qu'il faut vraiment mettre cette question, il faut justement la désincarner politiquement. Il faut que tous les partis puissent réfléchir à comment faire en sorte que notre société puisse vivre plus paisiblement, que tous les Français puissent sortir de chez eux le soir à minuit sans se poser la question de savoir s'ils vont se prendre une raclée ou une tarte dans la tronche. Moi, ce que je voulais dire, ce qui est c'est très très intéressant, ce qu'ont fait les journalistes du Figaro, c'est que ce qui est impressionnant pour
pour moi, c'est que maintenant c'est dans les petites villes, Absolument. les petites communes. C'est pas que dans les métropoles, c'est dans les petites villes. On parlait tout à l'heure de Tannes dans le Haut-Rhin. C'est franchement une petite commune au fin fond d'une vallée. C'est la violence, les cambriolages, les violences sur les personnes gagnent l'ensemble des communes de France, et c'est terrible, terrible, terrible. Et il y a une accélération de ce phénomène qui est fulgurante. Problème d'effectifs aussi. On se rend compte que la BAC n'a plus les moyens non plus. Certains les insultent toute la journée. Je rappelle que la France Insoumise voulait démanteler la BAC. Donc en plus, les rares policiers qui sont capables et qui sont là pour nous protéger, on les insulte toute la journée en disant qu'ils passent leur temps à tuer les Français. Donc vous savez, Noémie disait à juste titre que lorsqu'on dénonce un certain nombre de choses, on est considéré comme facho, comme extrémiste. Moi, je suis désolé. Réclamer l'ordre, je vais vous dire, la meilleure façon de fonctionner la méritocratie républicaine, la meilleure façon de faire fonctionner l'égalité, la promotion sociale, c'est qu'il y ait un peu d'ordre. Pourquoi ? Parce que ce type de situation, je vais vous dire, touche en priorité, pas seulement, mais en priorité déjà ceux qui sont les plus en fragilité. Donc c'est double peine. Donc arrêtons de dire que vouloir militer pour un minimum de sécurité, c'est être facho. C'est au contraire donner aux jeunes des quartiers la possibilité de vivre, de travailler et de s'épanouir au même niveau que celui qui vivrait dans un quartier plus aisé. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler du Qatar et de la Coupe du Monde avec cette enquête à suivre ce soir sur France 2. À tout de suite.